Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Bonjour à toutes et à tous. Mettons-nous d'accord, vendredi 31 mars, dernier jour du mois de mars. Et nous allons parler bien de très nombreux sujets. La réintégration des soignants non vaccinés, la tarification progressive de l'eau, les Français et les violences. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et la part de l'immigration qui augmente partout en France, c'est-à-dire dans le Figaro aujourd'hui. Nous commentons cette actualité avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Alex Darmon, vous êtes journaliste politique également. Bonjour. Vous avez une chaîne de débat sur YouTube. C'est une chaîne qui s'appelle Les Indécis. Zartocht Bakhtiari, bonjour. Vous êtes maire de Neuilly-sur-Marne. Et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. On va évoquer tous ces sujets. Bonjour à vous. Et on va commencer avec notre tour de table. Un mot sur la une de Libé de ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est alors c'est la profiteuse, c'est Marine Le Pen, qui est en extrême gros plan où on voit ses rides, ses points noirs, ses pores. Enfin, je veux dire, cette photo est. C'est de la formation. Marine Le Pen aurait des points noirs. Non, mais je dis points noirs, c'est-à-dire que c'est une photo en très gros plan qui la montre. Enfin voilà, c'est un parti pris éditorial évidemment de Libération. Je vais faire ma féministe. Je ne suis pas sûre qu'on aurait fait la même chose avec un homme, c'est-à-dire que là il y a vraiment la volonté de la montrer sous un jour, quoi qu'on en pense. Mais j'aurais pas pensé à cet argument. Si, parce que c'est la femme. À mon avis, ils auraient tout à fait fait la même chose avec un homme. Nicolas Sarkozy, je pense qu'il l'aurait fait. Bien sûr. Non, l'idée c'est d'utiliser la photo, le physique pour décrédibiliser quelqu'un, quel que soit son sexe. Ça n'apporte rien. Non, je l'avais pas vu, mais je trouve ça particulièrement comme méthode. Je préfère d'aller sur le fond. Bien sûr. C'est Libération, c'est quand même leur marque de fabrique, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils font des unes qui sont franchement, ils sont très bons en titre, très choquantes dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Donc voilà, après je l'ai pas vu cette une, j'ai pas vu cette photo, donc je peux pas vous dire. Vous on vient d'apprendre que Sophie Binet succède à Philippe Martinez à la tête de la CGT. Donc ce n'est pas Marie Buisson. Qui était la candidate, la dauphine désignée par Philippe Martinez. Voilà, on pourra commenter cette information. Vous nous direz ce que vous en pensez les uns et les autres. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alex, on va commencer avec vous. Moi, c'est plutôt un clin d'œil parce qu'en Espagne, ils ont voté une réforme des retraites hier qu'ils ont fait passer. Je ne sais pas si vous avez vu leur réforme des retraites qui prévoyait de décaler l'âge de départ à la retraite à 67 ans et de faire cotiser les entreprises un peu plus cher pour pouvoir financer au mieux la réforme des retraites. Alors ça a été négocié cette réforme par le gouvernement qui est de gauche en Espagne et notamment Podemos qui normalement a des accointances avec la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon vantait beaucoup la méthode de travail. Il se trouve que cette réforme des retraites, elle est quand même aussi violente qu'en France, parce que c'est-à-dire que c'est même plus puisqu'on part à la retraite à 67 ans. Et vous avez personne dans les rues, parce que alors on vous dira que ça a été bien négocié depuis 2 ans, que ça a été bien préparé, et ce qui est vrai, que ça a été fait en travail, en concertation avec les syndicats. Mais ce qui est amusant, c'est que là-bas, ils disent que ça va pas assez loin et qu'on n'a pas été assez loin comme en France, que c'est une politique du sparadrap. Les patrons, de l'autre côté, les patrons disent que c'est une politique du sparadrap, que fallait prendre autant de risques qu'Emmanuel Macron, qui lui s'en fiche de la tension sociale et qui fait ça pour son pays et pour pouvoir faire en sorte que le modèle social perdure. Donc voilà, c'est assez, c'est pas amusant, c'est pas le bon terme, en tout cas c'est assez marrant si quand même de voir que à quelques kilomètres de différence entre deux pays, vous avez deux perceptions différentes, deux gouvernements qui n'ont pas la même sensibilité, parce qu'il faut le dire, Emmanuel Macron est un homme de droite et là-bas c'est la gauche qui négocie cette réforme des retraites. Ils vont plus loin que nous et je peux vous dire, pour avoir parlé avec des amis espagnols, qu'il est inconcevable pour eux d'aller dans la rue aujourd'hui et d'aller brûler des poubelles. Ils sont hallucinés de ce qu'ils voient en France par rapport à la réforme des retraites. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste, ce qui m'amuse, c'est cette perception entre deux cultures qui sont un peu différentes, où ils vont eux plus loin. Alors ça a été, encore une fois, ça fait 2 ans que c'est travaillé, mais quand on leur dit ça fait 2 ans, eux me répondent, ce sont des Français, ils me répondent, mais vous, il y a 2 ans, vous deviez faire une
réforme des retraites. Absolument. Vous étiez déjà dans la rue et vous n'avez pas pu avancer. Vous avez tout bloqué depuis le départ. Et la préparation, elle est, Jean-Paul Delevoye, il y a eu quand même des discussions. Hein. Judith, vous vouliez réagir à ça? Oui, ma réaction. Viva Espagne. Voilà. Et notamment, quelle intelligence d'avoir prévu une part de capitalisation accrue avec participation des entreprises. C'était évidemment là qu'est la solution, parce que je ne le répéterai jamais assez, la réforme qui met le feu à la France est une réformette qui ne résout pas le problème de fond qui est la démographie. Bien sûr. Ouais, je partage totalement le dernier point. Moi, je pense qu'il y a quelques semaines, j'avais fait publier dans Le Monde une tribune sur une part de fonds souverains qui permettrait en fait de capitaliser, mais avec une garantie de l'État et des investissements publics, qui permettrait également d'avoir une vision, une direction et des investissements massifs de l'économie française dans des pans très importants de l'économie qui nous permettront... Que ce soit de fonds étrangers actuellement, d'ailleurs. Exactement. Et en réalité, je pense que c'est un vrai besoin. On est passé à côté. On a effectivement un gouvernement qui a très mal piloté cette réforme et on se retrouve avec une situation qui n'est pas assez confortable pour l'avenir et qui en plus est totalement insatisfaisante sur le plan politique. Alexis Poulain, vous allez peut-être avoir un avis différent. Oui, c'est ça. Enfin, on se rend compte que cette idée de passer en force en pensant que ça passera une fois de plus est très dangereuse parce que finalement, cette réforme des retraites portée déjà dès 2019 avec la réforme Delevoye, la réforme à points, qui revient sur la table de manière incompréhensible avec l'allongement de la durée du travail et le recul de l'âge de la retraite, et sans réelle explication, puisque les explications ont été une sorte d'embrouille permanente où on levait les lièvres à chaque fois en disant mais c'est pas finalement pour l'égalité homme-femme, mais c'est pas finalement à 1 200 € pour tout le monde. Mais enfin, et donc au final, on se retrouve avec la vérité crue qui est il faut rassurer les créanciers et puis il faut assurer à la France. Vous pensez que la réaction des Français aurait été différente si ça avait été mieux préparé? On parle de juste passer en force. Je pense que c'est pas que les Français, c'est-à-dire que... parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant à préciser, c'est qu'en Espagne, cette réforme, elle a été votée par décret. C'est-à-dire que ça n'a pas été, ça a été peut-être derrière approuvé par le Parlement, mais ça a été apporté par décret. Donc passer en force, après, c'est aussi une interprétation. Mais peut-être qu'en Espagne, les partenaires sociaux, notamment les syndicats, étaient d'accord. Oui, mais les syndicats de salariés, c'est ce que je vous ai dit, mais les syndicats de patrons n'étaient pas d'accord. Voilà. Allez, on continue. Zartost, vous, votre coup de cœur? Moi, c'est sur la sécheresse de mars. On est au 28 mars, on a quand même 30 départements qui sont en vigilance sécheresse. Au 30 mars, 12 départements avec des arrêtés de restriction de l'usage de l'eau. En réalité, la question de la ressource, on en parlera tout à l'heure, est absolument essentielle, elle est primordiale, elle est vitale. Et on voit que les réponses qui sont apportées sont complètement à côté de la plaque, ne sont pas assez forts, pas assez ambitieux. On a des mesures qui ont été annoncées qui ne vont vraiment pas assez loin. Moi, je le vois dans les villes. Aujourd'hui, nous, on est... amené à même s'interroger sur le type de plantation qu'on va faire, sur les arbres qu'on va planter, qui permettront de durer. Alors on va se retrouver avec des palmiers à planter en région parisienne, ce qui est quand même assez incongru. Mais voilà, moi c'est la sécheresse de mars. Les giboulées de mars seront bientôt relégués à la catégorie histoire de la météo. Et c'est mon principal coup de gueule ce matin. Il y en a eu une hier, une giboulée de mars. J'étais dessous au même moment. Il y en a eu plein. Ces derniers jours. Il y en a eu plusieurs ces derniers jours. Alexis Poulain, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est sur le Macron ordure qui a valu à une internaute qui avait comparé le chef de l'État à un tas d'ordures sur Facebook, une garde à vue et un procès qui arrive en juin, alors que le délit d'injure contre le chef de l'État a été supprimé sous François Hollande en 2013. C'était l'outrage contre le président de la République qui datait de la loi de liberté de la presse de 1881, qui avait d'ailleurs rarement été utilisée depuis sa promulgation. Alors reste que il y a quand même l'outrage pour toute personne dépositaire de l'autorité publique, et ça, on le voit en ce moment, ça commence à aller partout. Et ce qui m'a fait le plus rire dans cette façon de voir, parce qu'en ce moment, on entend des insultes volées de toutes parts, ça ne fait pas s'élever le débat démocratique, mais si vous insultez Macron en privé, c'est quand même 38 € d'amende. Donc sachez-le, parce que ça peut sortir comme ça malencontreusement. Mais je ne sais pas comment relever une insulte en privé. Voilà, c'est c'est ça ce que j'allais vous dire. Comment...
Il faut être dénoncé. Alors, faut être dénoncé par un convive, voilà, un Judas à table qui dirait « Je l'ai entendu dire, il faut des témoins ». En tout cas, en ce moment, on sent que voilà, ça reste extrêmement tendu. On va sans doute parler du plan O qui n'a pas réussi à éteindre la contestation et le feu. Il y avait encore beaucoup de monde dans les rues de Paris hier. Et je crois que voilà, il y a un vrai besoin d'apaisement que je ne vois pas ni d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs, on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'enferme dans une bulle et qu'il ne se rend pas compte de la colère qu'il a provoquée, parce qu'au-delà de la réforme des retraites, il y a un sentiment de dépossession, je pense, de la part des Français sur la chose politique qui est en train de revenir de manière assez violente. Et là, pour éviter un drame, je pense qu'il est important de commencer à tendre la main pour une vraie désescalade. Vous en pensez quoi? Enfin, c'est étrange parce qu'il y a des insultes à longueur de fil Twitter, des effigies d'Emmanuel Macron qui sont brûlées, ce qui me semble autrement violent. Et je n'ai pas entendu parler de sanctions pénales. Non. Enfin, judiciaires. Ce matin, Manon Aubry évoquait le crime de lèse-majesté. C'est ce qu'elle disait ce matin dans la matinale de Patrick Roger. Je trouve que effectivement c'est disproportionné quand on voit le nombre de violences réelles physiques qu'il y a contre des élus qui portent à bout de bras notre démocratie. Effectivement, on voit qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures. On se retrouve dans un instant. On va parler de la réintégration des soignants et puis de bien d'autres sujets avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, Judith, je vais vous donner la parole dans un instant, mais moi, je voulais revenir un instant, je l'ai évoqué hier, sur cette enquête de Marianne et de France Télévisions à propos de la prévention de la radicalisation et de ce fonds Marianne lancé par Marlène Schiappa au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Ce fonds était censé aider des projets qui étaient dont le but était de sensibiliser à la radicalisation. 17 projets ont été retenus et on se rend compte dans cette enquête qu'il n'y a eu aucun contrôle sur l'argent qui a été donné. C'est une enquête assez terrifiante quand on voit le peu de suivi qui est fait sur des dossiers aussi graves que cela et que 2 en particulier dirigeants d'une de ces associations, Mohamed Sifawi et Cyril Karana-Garan, auraient touché 120 000 € de salaire. Écoutez un extrait de l'Œil du 20h. L'argent qui a été capté par l'association est un argent qui a servi principalement au salaire des geeks qui ont produit du contenu et du contre-discours à travers des comptes visibles et d'autres du trolling. Ça a duré à peu près 5 ou 6 mois. Et les salariés étaient combien en CDD ? En CDD et en pige, je crois une dizaine. Pourtant, depuis, nous avons pu consulter les relevés bancaires de l'association. Ils révèlent que ce ne sont pas 10 salariés qui ont été rémunérés, mais seulement 2. De plus, ces relevés bancaires montrent que celle-ci aurait versé 120 000 € aux 2 responsables de la structure, ce qui est contraire au statut de l'association. Les membres de l'Union ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Contactés sur cette question précise, les intéressés ne nous ont pas répondu. Voilà, ce que je trouve désespérant, c'est que c'est un combat, c'est une mission extrêmement importante que celle de la déradicalisation, ou en tout cas de la prévention de la radicalisation, qu'il y a des gens sérieux comme Florence Bergeau-Blaclair, qui d'ailleurs est l'objet d'une attaque et d'une fronde de certains universitaires suite à son livre sur le frérisme, et qu'on se demande... Pardon, d'une chasse à l'homme. Chasse à l'homme, oui, elle est menacée, menacée de mort, exclue d'exclusion de ses travaux. Pour ce qui concerne ses entre guillemets collègues, ils veulent la priver de tout moyen de poursuivre ses recherches. Absolument. Mais comment ces projets ont été attribués ? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Elle-même avait déposé un projet de ce que j'ai pu lire, et ça rappelle l'affaire de Dounia Bouzard, cette femme qu'on trouvait... En 2015, cette dame qui se vantait d'avoir déradicalisé un djihadiste, qu'elle baladait d'ailleurs de plateau en plateau, qui avait obtenu de créer une structure
financé par l'État et homologué par l'État de déradicalisation et qui a brutalement rompu son contrat en 2015 sous des prétextes divers et variés, dont on s'est aperçu qu'en fait, elle n'avait absolument pas obtenu les résultats qu'elle prétendait. Et elle a touché près d'un million d'euros, de l'État pour ça. Je crois que sa fille était dans le coup. Oui, absolument. Une petite affaire familiale qui tournait bien. Donc voilà, il y a présomption d'innocence, il y a un préfet, Christian Gravel, qui lui devait gérer ce fonds et qui dit oui, on est en train de contrôler a posteriori, comme par hasard. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que l'État ne fait pas son travail? Mais bien sûr, c'est la question. Moi, j'ai deux questions. C'est pourquoi cette association-là, qui a produit, on l'a vu, une dizaine de vidéos pour 30 ou 50 vues, donc si on a payé des geeks pour faire du trolling, ça paraît pas avoir très bien fonctionné. Et puis pourquoi il n'y a pas eu de contrôle? C'est la question, Alex. Là, vous parlez de Mohamed Sifawi. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois, Mohamed Sifawi. C'est un sujet qui est très sérieux quand même, la déradicalisation. Oui, la prévention. Et la prévention, tous ces sujets-là. Et j'ai l'impression que Mohamed Sifawi fait quand même beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que là, on sait qu'il était dans un club de football pour faire de la communication du club de football. Il écrit des livres, il fait des enquêtes. Maintenant, il monte des associations. Je pense qu'aussi, c'est beaucoup d'argent. C'est quand même une mission d'État, une mission de service public. Et effectivement, on a le droit de se demander à qui on attribue cet argent. Est-ce que cet argent va vraiment servir à développer et à travailler sur ces sujets-là? Il faut du temps pour tous ces sujets, donc il faut mettre des gens qui soient complètement investis. Oui. Voilà. Pourquoi on n'entend pas Marlène Schiappa? J'aimerais bien qu'on l'entende. Alexis, vous avez suivi cette affaire? Oui, j'ai suivi, c'est proprement scandaleux, mais c'est malheureusement pas très nouveau, cette nébuleuse des associations qui, sous couvert d'aider les quartiers, de lutter contre le racisme, etc. Enfin, c'est vraiment une maladie française. Je ne sais pas combien de millions comme ça d'argent public disparaissent, s'évaporent chaque année dans les mains d'amis proches du pouvoir. Combien vous dites? C'est des milliards. C'est des milliards, oui. C'est des milliards, mais ce qui est terrible, c'est qu'on pourrait presque parler d'achat de voix, on pourrait presque parler de corruption. Ouais. C'est une façon simplement de faire campagne de manière détournée, de détourner de l'argent public, sauf que les mots ne sont pas dits sur ces mots. Je crois que c'est pas étonnant de la part de Marlène Schiappa, malheureusement, qui avait déjà utilisé les services de son ministère pour vendre son livre de manière personnelle. Il y a un mélange des genres perpétuel. Il y a cette façon de faire avec les associations qui sont soi-disant la béquille d'un État défaillant, de services publics défaillants. Je ne crois pas qu'il y ait de volonté de changer ça vraiment. Je ne vois pas de grand audit finalement de la dépense publique poindre le bout de son nez malheureusement. Mais ce serait, je pense, extrêmement important compte tenu des déclarations de Bruno Le Maire où on a des budgets à l'euro près, justement d'aller voir où vont ces euros qui ne servent à rien et pourquoi on a autant d'associations dans ce pays qui finalement, sur leur rapport d'activité, on ne sait pas vraiment à quoi elles servent en fait. Et là, c'est à part faire des campagnes électorales détournées. Voilà. Oui, mais vous êtes élu, vous êtes obligé vous avez des associations que vous aidez. Oui. J'imagine que dans les communes, c'est un peu plus contrôlé. C'est un peu plus contrôlé, mais en même temps, on a une certaine liberté. Donc, il y a des collectivités, je ne citerai pas de nom, mais je vois les pratiques de certains collègues qui, effectivement, ont des pratiques clientélistes, comme le disait monsieur. Mais il faut aussi se dire qu'on a en face de nous, parfois, des professionnels de la captation de l'argent public. Absolument. Il y a des gens qui savent quels mots utiliser, quels mots sont bankable pour décrocher des milliers, voire des millions d'euros de finances publiques. Et derrière, la question qui est posée, effectivement, celle que vous avez souligné, pourquoi est-ce que ce n'est pas l'État qui mène ses actions? Son travail, bien sûr. Quand vous dites 120 000 euros, 120 000 euros, c'est 3 policiers recrutés quand même. Enfin, il faut quand même se dire que c'est à l'État de garder un monopole sur certaines actions phares, parce que c'est à l'État de diriger et ne pas privatiser en déléguant à des associations qui sont franchement douteuses des missions qui sont essentielles. J'ajouterais juste un mot. Moi, j'avais enquêté sur les... Vous savez que l'État délègue à des associations le traitement de l'immigration et de la demande d'asile en France. Lesquelles associations sont sans frontiéristes, c'est-à-dire qu'elles considèrent que toute personne demandant l'asile en France doit recevoir une réponse positive. Et ce sont elles
que nous chargeons, avec l'argent du contribuable, de traiter les dossiers, d'héberger, de conseiller ces migrants. Je vois le préfet, donc Christian Gravel, qui était en charge de ce comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'effets, mais enfin bref, il dit que les dossiers qui ont été retenus l'ont été en réunion interministérielle. Certes, on peut toujours critiquer la façon dont on choisit ceux qui vont obtenir ces financements. Carmenet, tambour battant, c'est critiquable, mais c'est le jeu. Enfin, quand vous avez une professionnelle, encore une fois, je ne connais pas personnellement Florence Bergeau-Blackler, mais je connais son travail, son sérieux. C'est une anthropologue, une universitaire qui a un savoir-faire, qui a une connaissance, et qu'on a deux personnes, comme le disait Alex, comme Mohamed Sifaoui, donc j'ai rien contre lui, mais qui fait des tas de choses et qui n'est pas un spécialiste, me semble-t-il, de la déradicalisation ou de la prévention. On s'interroge quand même sur le sérieux du choix qui a été fait. Moi, le sérieux, il n'y en a pas en fait. C'est l'ère des influenceurs, donc l'idée c'est d'avoir une surface médiatique éventuellement, mais même ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans un... Attention à Gogo, parce que l'ère des influenceurs, vous avez des influenceurs qui se comportent très bien, c'est comme tout, vous voyez, on en a parlé pendant 3 jours à l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas dire que c'est l'ère des influenceurs. C'est pour ça que le politique va préférer quelqu'un qui va faire de la vulgarisation, qui va essayer de toucher un maximum de gens. Sauf que là, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Les vidéos, elles ne sont pas vues. Enfin, il y a un vrai problème de travail. D'efficacité, c'est ça. C'est le travail pour lequel. Et le fait. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on paye des gens qui ne sont pas des experts. Il vaudrait mieux quand même. Domaine, mais qui font de la... Non, mais parce que c'est important d'avoir ce côté, justement, de toucher le plus de gens possible et d'essayer de rendre des choses complexes plutôt simples. Non, pardon, Alexis, parce que l'argument, c'est l'État n'a pas les moyens. Or, on est le pays d'Europe, voire même de l'OCDE, qui a le plus de dépenses publiques. Donc c'est un argument irrecevable. Et pour moi, c'est un très mauvais calcul, parce qu'en fait, dans ces cas-là, on paye 3 fois. On paye une fois en subventionnant, on paye une deuxième fois en allant contrôler le travail qui a été fait, et on paye une troisième fois, soit pour détricoter le travail qui a été mal fait. Parce que là, il y a une plainte qui est portée. Exactement, comme l'exemple que vous disiez sur les associations sans frontiéristes, ou en allant faire à la place d'eux. Donc c'est un très très mauvais calcul. On se retrouve dans un instant et on va parler de ces soignants non vaccinés. La Haute Autorité de Santé préconise la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Nous mettrons-nous d'accord? Telle est la question ce matin. Judith Weintraub, votre coup de cœur, c'est pour... cette décision de la Haute Autorité de Santé pour la réintégration des soignants, c'est cela? Oui, je trouve que ça n'avait que trop duré et que c'était tout à fait disproportionné, sachant le nombre d'erreurs, d'approximations, voire de contre-vérités qui ont été proférées par le gouvernement pendant la crise sanitaire. Moi, je ne trouve pas que ce soit formidable de refuser de se vacciner quand on est soignant. Hein. Je ne fais pas de ces salariés-là des héros, mais les priver de traitement, les virer de leur boulot, ça me paraît vraiment une sanction sans commune mesure, surtout sachant que dès janvier 2021, des études indiquaient que le risque de contamination n'était pas significativement réduit par la vaccination. Donc l'argument « il faut protéger autrui » n'était pas valable. Or, la décision de les suspendre, qui a été prise en septembre 2021, n'a pas été levée. Vous en pensez quoi ? Non, mais moi, à partir du moment où la Haute Autorité dit qu'on peut les réintégrer, réintégrons-les. Ça, c'est le premier point. C'est aussi son rôle à la Haute Autorité de juger, comme elle avait jugé valide la décision de les suspendre. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on avance vis-à-vis du virus, que le Covid, c'est vrai que plus beaucoup de monde en parle aujourd'hui, mais toujours présent dans nos sociétés. Mais en tout cas, il est peut-être moins virulent. C'est peut-être ça aussi le fond. Il est peut-être moins virulent et il a muté. Maintenant, honnêtement, moi, à l'époque, ça ne m'avait pas choqué qu'on leur demande de sortir et de partir. Je vous le dis sincèrement, parce que c'était un effort national. On avait une politique nationale qui était de dire, on fait ce choix-là de vacciner les gens, de rendre la vaccination obligatoire. On pouvait pas savoir, comme à l'époque, quand on avait confiné les gens, on pouvait pas savoir que ça avait tant ou pas tant d'efficacité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, je comprends, encore une fois, que la Haute Autorité se prononce pour la réintégration des soignants. Qui est un pays qui s'est illustré par la dureté de ses
ces mesures de confinement où des drones allaient vérifier que les gens étaient chez eux en leur demandant de faire coucou à la fenêtre pour être bien sûr qu'ils ne s'échappaient pas. Les soignants qui refusaient de se faire vacciner ont été confinés à des tâches administratives. Ils ont trouvé une solution quand même moins drastique. Mais ça, je suis d'accord avec vous, mais vous savez qu'en Israël, c'est un pays qui sait s'adapter un peu plus vite que nos républiques et que nos pays européens, parce qu'ils sont dans l'immédiateté tout le temps. Donc ils vont toujours plus vite. Et vous avez raison, c'était peut-être une solution que d'affecter ces personnes-là, de les mettre à pied, de les mettre à pied, et puis même de les mettre contre la société, et que ça crée des tensions. Maintenant, je vous dis encore une fois... Et que ça alimente le complotisme en plus. Bien évidemment, et vous avez raison. Maintenant, je vous dis encore une fois, moi ça ne me choque pas, et ça ne me choque pas que ça soit qu'aujourd'hui qu'on dise qu'on puisse réintégrer les soignants. Vous savez, le silence, le temps de réflexion peut aussi faire du bien. Je dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais encore une fois, ça ne me choque pas qu'on l'ait fait à l'époque. Et si on n'avait pas interdit les soignants, comment on aurait réagi, enfin les soignants qui n'étaient pas vaccinés, d'aller travailler? Comment les Français auraient réagi à l'époque? Certains, comment auraient-ils réagi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'aurait pas été compris non plus, je pense. Zartosh Bakhtiari. Moi, ce qui m'interroge un peu, c'est le changement de position maintenant, parce que en fait, ça fait des mois qu'on n'est plus en pandémie globale. Non, ça fait des mois qu'on sait que les vaccins ne protègent pas ou peu peut-être, mais en tout cas, la contamination. En fait, ça fait des mois que tous les compteurs sont arrêtés. Donc pourquoi le faire maintenant alors qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont été licenciées, des pompiers, des infirmiers, des médecins qui ont été écartés? Pourquoi le faire maintenant? Alors c'est soit trop tôt, soit pas assez, mais en tout cas, moi, le moment m'interroge vraiment. Oui. Alexis, vous êtes favorable à la réintégration de ces soignants? Bien sûr, mais évidemment, la question qui se pose, c'est quelle réintégration, comment, quelle indemnisation, 561 jours sans salaire, en bafouant toutes les lois du droit du travail, etc., avec tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on savait que finalement le vaccin protégeait peu de la transmission, avec le manque de personnel soignant, les tarifs hospitaliers qui vont encore augmenter. Il y avait quelque chose de l'ordre de la folie, puisque la France était le dernier pays à avoir cette suspension des soignants non vaccinés. Donc tant mieux, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et le mal est fait. Je pense que de nombreux soignants suspendus ont quitté la profession, ils n'y reviendront pas. Certains vont sans doute essayer de revenir et puis partir assez vite, voyant qu'il n'y a pas une place pour eux. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... ce qui s'est passé avec le Covid, j'espère qu'on y reviendra longtemps et de manière sociologique, philosophique, historique. C'était un moment d'hystérie collective. C'était de la folie. Le confinement, vous voyez le mal qu'il a fait de manière psychologique. Le confinement, les couvre-feux, les plus jeunes, les déficits cognitifs. En fait, on est arrivé. Alors certes, au début, on savait pas, etc., mais le fait que ça a été géré par des cabinets de conseil comme McKinsey de manière à la hache pour dire qu'il fallait faire comme ça et pas autrement, alors que attendez, on n'est pas les seuls à avoir fait comme ça et pas autrement, Alexis. Non, mais hystérie collective, moi, je suis assez d'accord avec le terme employé par Alexis, sauf que je ne l'attribuerai pas au seul diable McKinsey. Je vois bien pourquoi Alexis le désigne, mais malheureusement au principe de précaution que les politiques s'appliquent à eux-mêmes. Est-ce que bien sûr, parce qu'Emmanuel Macron, je pense qu'il savait pas quoi faire. Une semaine avant, même pas, la veille du confinement, il est au théâtre avec sa femme et il dit aux Français allez au théâtre. Il faut pas que ça ferme, etc. Alexis, si on est honnête, tout le monde a été désemparé face à ce virus. Bien sûr, mais c'est pour ça que je parle d'hystérie collective. Il n'y a pas un responsable, c'est-à-dire que ça a été ce truc-là. Et après, ça a été utilisé politiquement pour faire les vaccinés, les non-vaccinés, ceux que je veux emmerder, etc. Et puis, on s'entête dans un truc qui, aujourd'hui, on se rend compte, arrive c'était ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors que c'est la 10e vague, on réintègre les soignants non vaccinés. Donc, moi j'en fais une question morale, mais peut-être que je suis un peu rigide. D'abord, il faut dire que c'est pas dans les soignants. Je pense qu'il y a 80% qui ne sont pas des soignants, mais des agents administratifs. Oui. Donc voilà. De pas les suspendre. Non, mais quand on dit que ça va aider l'hôpital à se remettre sur pied, je pense qu'il en faudra plus. Et puis, je m'interroge quand même sur, après 3 ans de pandémie, 3 ans de vaccination, de voir que des soignants qui sont censés, si on parle de soignants qui sont censés être un peu familiers avec ce qu'est la médecine, refuser la vaccination. Vos enfants, pour entrer à la crèche, ils doivent être vaccinés. Si vous ne les vaccinez pas, ils n'y vont pas. Donc, c'est sur ce principe-là qu'on peut s'interroger sur cette réintégration malgré tout. C'est pourquoi à un moment ils ont refusé, ils continuent de refuser.
Bon, moi j'estime qu'à partir du moment où la Haute Autorité de Santé s'est prononcée pour leur réintégration, comme elle s'était prononcée pour leur suspension, mais Zartoche pose la bonne question aussi. Pourquoi en ce moment? Est-ce que c'est aussi un signe d'apaisement politique pour apaiser un peu des opposants à Emmanuel Macron? Je pense que c'est pas totalement neutre effectivement dans la réflexion. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est la politisation un peu de la Haute Autorité de Santé. Absolument. Aujourd'hui, on devait avoir un espèce de conseil des sages avec des sachants uniquement médecins, et en fait on voit que derrière il y a une décision politique avec un calendrier politique et des finalités politiques. Et ça, pour le coup, on a traversé une période très difficile, j'espère qu'on n'en connaîtra pas d'autres à l'avenir, mais ça fragilise quand même l'institution, et on voit bien que toutes les institutions sont fragilisées, et même les médecins qui sont censés être d'une neutralité absolue, en tout cas d'un point de vue politique quand ils agissent en tant que médecins, ne le sont pas vraiment dans cette prise de décision. Allez, je voudrais qu'on parle de l'élection de Sophie Binet à la tête de la CGT. C'est elle qui va remplacer Philippe Martinez. Elle avait face à elle deux autres candidats, Marie Buisson et Céline Verzelletti. Visiblement, c'est un vote de compromis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme qui va succéder à Philippe Martinez? Plus dur, moins dur? Écoutez, est-ce que vous la connaissez? Non, franchement, je la connais très mal. Je vais travailler évidemment sur le dossier. Je connaissais les autres, et notamment Marie Buisson, qui était la dauphine désignée par Philippe Martinez, qui était une woke cégétiste, qui faisait corps avec tous les combats néo-féministes, écolos, délirants. Donc je comprends que les gaziers et les énergéticiens de la CGT, qui forment quand même une partie importante des troupes, et considérer que c'était l'antéchrist, cette Marie Buisson. Et en tant qu'adversaire du wokisme, je trouve ça pas mal qu'une candidate woke ait été défaite. La candidate des gaziers, des électriciens était très dure, elle, sur les grèves, sur les manifs. C'est une candidate de compromis. Je ne connais Parce qu'apparemment, elle n'était pas candidate. Elle n'était pas candidate. Elle a émergé à la faveur de la possibilité de se mettre d'accord. Ce qui est très intéressant dans ce congrès aussi, c'est que le rapport d'activité de Philippe Martinez a été rejeté de peu. Absolument. Mais était rejeté quelques voix. Première fois. Deux voix. Et ça indique quand même que Martinez, tout radical qu'il ait été, et notamment en refusant de condamner absolument les violences et de s'en désolidariser, n'a pas réussi à rattraper ses troupes après lesquelles il courait. Moi, Sophie Binet, je la connais un petit peu pour l'avoir interviewée. C'est une femme franchement très sérieuse. Alors pour le coup, j'étais surpris en apprenant qu'elle a été élue cette nuit, parce qu'elle n'était effectivement pas candidate. Mais elle est connue au sein de la CGT, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fédère autour d'elle, qui parle pour le coup beaucoup du... moi, c'est un peu ce que je reprochais à la CGT ces dernières années. D'ailleurs, on avait vu que le mouvement s'était un peu étiolé, que les syndicats ne faisaient plus trop leur boulot, étaient dépassés même par les mouvements politiques comme la France Insoumise. Elle était vraiment dans ce travail de défendre, entre guillemets, les travailleurs, leur temps de travail, et elle parle beaucoup de travail et de conditions de travail. C'est-à-dire que si vous cherchez des choses sur elle, ou des papiers, ou des voilà. Elle est très politique, elle parle du télétravail qui peut faire exploser le temps de travail. Elle n'est pas politique. Elle n'est pas politique, elle est vraiment dans le fond. Elle est cadre. Hein. Voilà, exactement. Elle représente les cadres. Elle est, je crois, elle a été conseillère principale d'éducation. Elle est née en 82. Et elle est jeune d'ailleurs. Elle est plutôt jeune pour arriver à un poste entre guillemets comme celui-ci. Et elle est très sérieuse. Elle parle très bien. Vraiment, elle s'exprime très bien. Mais c'est souvent, ça sont des qualités pour les leaders de la CGT. Et donc, on va voir, parce que ça va être quand même une femme qui va être... c'est la première fois en 128 ans, je crois, dans un milieu d'hommes, hein, parce absolument. Que d'autres syndicats sont aussi dirigés par des hommes, donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe et comment les gens travaillent ensemble. Oui. Non, moi, je la connais pas du tout. Je note qu'il y avait beaucoup de candidates femmes. Et c'est une avancée. Après, il faut pas que ça soit le seul critère. Tout le monde a oublié Nicole Notat. Hein,
Oui, Première oui, mais là c'est la CGT. C'est la CFDT. Ça bouscule un peu les traditions. Mais il y a plus de 20 ans. Donc en tout cas, on verra bien sur les réformes à venir et en tout cas sur celle qui est en cours, le positionnement de la CGT. Est-ce qu'il y aura un vrai changement ou pas ? Attention à pas non plus mettre à cornériser les éléments les plus radicaux. Je pense qu'il faut quand même les entendre sans radicaliser la CGT avec, mais il faut qu'il y ait un canal d'expression. Si on n'a que des leaders syndicaux qui sont des cadres, ou en tout cas proches des cadres, il risque d'avoir une faction plus radicale qui s'ouvre. Qui est une forme de scission. Alexis, qui a déjà eu lieu avec Sud. Alexis. Le timing aussi là est particulier, en pleine réforme des retraites. Changer comme ça de direction, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on ne verrait pas, je pense, dans une entreprise ou dans un ministère. Mais là, c'est la CGT le fait, et c'est sûr. Bon, alors, je pense que derrière, il y a une organisation qui tient la route. La question, c'est effectivement l'avenir de l'engagement syndical, sachant que depuis cette réforme des retraites, il y a de nombreux nouveaux encartés. Donc il y a aussi une sociologie du syndicalisme qui risque de changer avec de nouveaux arrivants qui ne sont pas les anciens de la CGT, de la CFDT ou autres, qui vont aussi peut-être changer la façon de faire du syndicalisme. C'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est bien que les syndicats reprennent du poil de la bête, des adhérents, donc qu'il y ait un débat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et après, la question, c'est est-ce que ça va impliquer un changement sociologique au sein des différentes centrales syndicales ? On le saura dans les prochaines années. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Beaucoup de sujets, hélas, qu'on n'aura pas le temps de traiter, mais comme vous êtes là, Judith, on va parler de cet article dans le Figaro ce matin. La part de l'immigration augmente partout en France. Je note que le Figaro est le seul à traiter de ce sujet, alors que ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. La population française compte désormais 10,3% d'immigrés sur 3 générations. L'immigration représente plus de 19 millions de personnes. C'est une immense enquête de l'INSEE, donc on ne peut pas remettre l'Institut national de la statistique en cause. Et puis un article sur le port du voile. En 10 ans, le port du voile chez les femmes musulmanes a explosé. 26% des femmes musulmanes âgées de 18 à 49 ans disent porter le voile. C'est une enquête que je vous recommande parce qu'elle est claire sur l'immigration. Une analyste de l'INSEE dit on ne parle pas de grand remplacement, mais on parle d'un grand brassage de population. Oui, on a choisi de mettre cette enquête de l'INSEE en valeur parce que quand on parle de la part croissante des immigrés dans la population française, alors là c'est 10% des immigrés nés à l'étranger. Quand vous passez aux secondes, deuxième et troisième génération, vous arrivez à 30% de la population. La démographie de la population immigrée est supérieure à la démographie française. Ce qui indique le sens de la croissance, de l'évolution de la part d'immigrés dans la population française. Elle va croissante, 30% quand on prend en compte première et deuxième génération. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez les démographes qui sont a priori des scientifiques, pour croire un esprit naïf, en fait se divise en 2 parties. Une énorme partie sous l'égide de Hervé Lebras, François Héran et autres, je ne citerai pas tout le monde, qui ont un discours qui évolue entre c'est pas vrai. Il n'y a pas spécialement d'immigration en France et c'est pas grave. Et de toute façon, ça n'a aucune conséquence. Et puis vous avez des démographes comme Michel Tribala, qui elle depuis longtemps a publié des statistiques que publie aujourd'hui l'INSEE et qui dit c'est un phénomène qui va croissant, qui a des conséquences et qui par la force des choses bouleverse la société. Évidente, et ça, chacun de nos auditeurs peut le voir, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre système de santé, dans notre système social et même dans notre sécurité. Qui veut réagir
Non, mais Alex Darmon. c'est hyper intéressant. Ce papier, je l'ai pas lu encore. Malheureusement, je lis pas le matin. Peut-être que je m'y mette. Ah bah oui. Voilà. Non, mais je lis toujours à l'heure du repas. Si vous voulez connaître ma vie. Non, mais c'est très intéressant et c'est intéressant effectivement. On peut pas remettre en cause ces chiffres. Juste la corrélation entre ces chiffres sur l'immigration et le port du voile. Est-ce que ça a vraiment un impact? C'est une question que je vous pose. Oui. Est-ce que c'est vraiment ou est-ce que c'est les femmes musulmanes qui sont converties? Est-ce que voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans cette immigration, la part des immigrations africaines au sens large du terme, c'est-à-dire Maghreb compris, est de 41%. Donc en fait, cette augmentation de l'immigration est due principalement à l'immigration d'origine africaine. D'accord. Alors, il y a plusieurs enseignements sur la famille. C'est assez intéressant de voir que la place de l'identité, de la religion dans l'identité des personnes selon la religion varie. Elle est plus grande pour les juifs, 54%, pour les musulmans, 30%, et les catholiques, 6% uniquement. D'ailleurs, je crois que la Croix a fait une youpi youpi. On a plein d'immigrés qui sont, eux, beaucoup plus religieux que les Français. Oui. Moi, sur l'immigration, je pense qu'il y a quand même 2 points à voir de manière assez fondamentale. Et moi, je peux en parler très tranquillement. Mes parents sont venus à la révolution iranienne en France. Donc, j'ai le vécu, et donc je vois aussi les choses. En fait, il faut, je pense, définir les raisons pour lesquelles, les bonnes raisons qu'on accepte, enfin qui nous font accepter l'immigration. Est-ce que, par exemple, là, un exemple de mauvaise raison, quand le MEDEF pousse pour qu'on accueille sur des emplois en tension des personnes étrangères et qu'on les garde ici parce qu'on n'est pas capable de bien payer des Français, je pense que ça c'est une très mauvaise raison, parce qu'en fait il y a le coût derrière pour intégrer les personnes et les faire rentrer dans la société. Et le deuxième point, c'est comment intégrer, comment assimiler, comment faire nation, et sans non plus vendre les principaux fondamentaux de la société française. Quand une personne vient de l'étranger, quand une personne est immigrée, elle n'a pas à imposer ses règles de sa société d'origine dans la société d'accueil. Et là-dessus, je pense qu'il faut une vraie fermeté pour pouvoir avancer et avancer avec toutes les personnes d'origine étrangère qui sont en France. Sauf qu'on assiste aussi à une transformation des populations issues de l'immigration qui reprennent des traditions qui n'étaient pas celles de leurs parents. Et que leurs parents parfois ont fui. Absolument. Chiffre intéressant, les musulmans, ils ne sont que 20% à se rendre régulièrement à la mosquée, et 10% des femmes. En revanche, les 3/4 des musulmans respectent le jeûne du Ramadan. Alexis Poulain, vous vouliez réagir à cette enquête? Oui, c'est une enquête extrêmement intéressante qui montre effectivement ce grand brassage, aussi un problème d'intégration, ça c'est évident. Et puis aussi, la vraie question, celle de l'identité, parce que sur la religion comme identité, c'est souligné effectivement pour le judaïsme et l'islam. Et c'est pas le cas pour le catholicisme, beaucoup moins. Et c'est quelque chose qu'on a sans arrêt mis sous le tapis, la question de l'identité, l'identité française, l'identité, de qu'est-ce qui fait en fait qu'aujourd'hui on se reconnaît ou pas dans les valeurs de la République française, du pays. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit une intégration ou pas? C'est peut-être aussi qu'on aurait eu un débat sur l'identité réussie pour permettre d'inclure tout le monde, d'entendre tout le monde. On a mis sous le tapis Nicolas Sarkozy, ministère de l'identité nationale et de l'immigration. C'est à ça dont je fais référence, absolument. Mais c'était pas une façon de mettre la question sous le tapis. Au contraire, c'était une volonté de l'aborder avec maladresse. Qui a été avorté. Tolé que ça avait connu à l'époque. Après, il faut pas non plus dire que l'immigration n'apporte rien de bon. Je sais. Non, c'est factuel. Je dis simplement l'immigration. On est tous peut-être sur ce plateau des gens originaires, d'origine de pays et de contrées différentes. Après, aussi. Oui, absolument. Je fais mon enquête. Absolument. Et donc voilà, et dire que y a un problème d'intégration, bien évidemment, c'est vrai qu'on pourrait encore plus aider les gens qui arrivent de pays étrangers, mais après, je suis désolé de revenir là-dessus, mais il y a toujours aussi une partie d'éducation, et l'éducation, elle se fait aussi à la maison, et elle se fait aussi avec les parents. Voilà. Elle se fait beaucoup à l'extérieur aussi, quand on parle de cette génération où il y a des parents, des femmes qui ne portaient pas plus le voile, qui étaient et qui ont des enfants qui aujourd'hui reviennent à des pratiques religieuses qui n'étaient pas celles de leurs parents. On peut quelle que soit la religion, on peut s'interroger. Donc ça vient aussi de l'extérieur.
elle se fait en réaction aussi. Je pense qu'il y a eu... regardez, il a fallu attendre des drames pour avoir des débats sur la laïcité, des référents laïcité dans les différents collèges et lycées. Et encore une fois, c'est semi-avorté comme politique, puisque dès qu'on aborde le sujet, ça devient un drame. Et c'est dangereux. Donc c'est grave, en fait, d'en arriver là et de dire on a laissé faire cette dérive. Sans doute aussi parce qu'on a fait confiance à beaucoup d'associations. Ouais, aussi. L'abandon des quartiers aux associations, ça vient aussi de là. Et derrière, cette politique clientéliste qui a fait que le communautarisme a fait son nid grâce à l'État français. Et Alexis, on a tous deux l'âge de l'avoir connu, plus encore qu'aux associations, aux imams. Parce que rappelez-vous, c'était sous Mitterrand, quand Jean-Michel Bélorgey, aujourd'hui décédé, était patron du FAS, du Fonds d'Action Sociale, il avait une politique assumée de déléguer le maintien de l'ordre aux imams des quartiers. Ouais. Plusieurs points dans cette enquête que je vous recommande dans le Figaro, donc sur la concentration dans une douzaine de départements, de plus en plus d'Africains qui s'installent sur le territoire, et puis la vague étudiante qui devance l'immigration familiale aujourd'hui. Ce sont les étudiants qui sont le plus nombreux à immigrer. Bon, on n'aura pas eu le temps de parler de notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Je pense que ce sera fait dans le courant de la journée sur notre antenne, mais on avait posé la question de la réalité des violences policières et 56% des Français interrogés répondent que ça correspond à une réalité. 44% pensent que ce sont des faits marginaux ou inexistants. Est-ce que vous les condamnez? 57%, on parle des violences. Est-ce que vous condamnez les violences? Là, je parle des violences contre les forces de l'ordre, les incendies. 57% les condamnent, 37% les comprennent mais ne les approuvent pas. Et c'était un chiffre qui était de 27% quand on parlait des gilets jaunes et 69% pour ceux qui les condamnaient. Donc on voit que les violences qui sont faites dans la rue sont plutôt comprises et acceptées par les Français. Ce sera certainement commenté, je vous le dis, dans la journée sur Sud Radio. Très bonne journée. Merci à vous. À tout de suite.